Comme promis sur la dernière vidéo, la vidéo numéro 2, on va voir ici le revers de la médaille, ou si vous préférez, la partie arrière de la machine, pour vous préciser un certain nombre de petits détails techniques. Ici, le capot vert qui protège la carte microprocesseur, avec ici une petite fenêtre qui permet de brancher la prise mini USB, qui va assurer le dialogue avec l'ordinateur pour pouvoir modifier le programme par exemple. J'ai enlevé les deux écrous de fixation qui sont ici sur le châssis, ce qui fait que je peux enlever ce capot pour vous montrer donc la petite carte Arduino Nano ici sur son circuit imprimé. Juste à côté on a le moteur Papa qui pilote la machine sur Y. Ici, bridé, le transformateur d'alimentation. Et on voit en noir ici le fil d'alimentation secteur. Donc actuellement, la machine est alimentée en 12 volts. Petite remarque, si vous débranchez ce fil, bien entendu, la machine est totalement hors énergie. Mais si vous branchez la mini prise USB de la carte Nano, la machine est entièrement fonctionnelle pour tout ce qui concerne la carte Arduino Nano ainsi que les capteurs. Vous pouvez donc faire tous les essais que vous voulez avec les divers programmes qui ont été implantés sur le microcontrôleur et à votre guise donc tester tous les menus, voir ce qui se passe, voir également dans les options système le comportement des capteurs. Tout ça uniquement en alimentant ici la prise mini USB de la carte Nano. On est donc passé du côté obscur de la force. Ici, le menu manuel a été initialisé. Je vais vous montrer l'un des problèmes, à mon sens, cruciaux concernant ce type de machine. En particulier, les fils, le déroulement des fils pour les parties mobiles. Ici, nous avons le capteur de fin de course sur X, protégé par ce capot ici qui a été moulé en blanc, et ici le fil qui en sort, qui passe en dessous, enfin qui passe derrière ce tauron, et qui revient ici sur le module laser. Ce fil va donc intégralement alimenter le chariot qui se déplace ici le long de l'axe des X. Je vais faire aller la machine en butée, de telle sorte que vous puissiez vérifier que quand la machine sera en butée, alors il s'agira ici d'une butée logicielle. En fait, la machine ne viendra pas directement au contact de la petite butée qui est ici. Elle s'arrête à environ 2 mm. Le câble se tend, mais vous allez voir que la machine arrive en fin de course. Voilà, on a entendu le bip qui signale « Inutile d'insister, je n'irai pas plus loin ». Vous voyez que le fil reste quand même suffisamment souple. Par contre, j'ai mis le minimum, c'est-à-dire la courbe qui est ici, la flèche est minimale, de telle sorte que lorsque le chariot vient en 0 sur l'axe des X, ou plutôt en butée à gauche sur la machine, quand on la voit côté opérateur, et bien que ce fil ne vienne pas se prendre ici sur le moteur, ne vienne pas se coincer. On va ramener la machine. Sur la butée de X égale 0. Dans le menu des options, ici, chaque fois que j'appuie sur un bouton, le chariot se déplace d'1 centimètre. Le bip nous annonce « Inutile d'insister, le chariot est en butée logicielle ». En fait, la ligne qui vient ici de cette zone fixe, enfin de cette zone sur le chariot Y jusqu'au chariot X, ne comporte que 3 fils pour le module d'alimentation laser, 2 fils pour la petite lampe. Par contre, pour le chariot Y, le tauron ici est beaucoup plus gros.
parce qu'il comporte à la fois tous les fils nécessaires pour le chariot X, plus ceux nécessaires au chariot Y. La machine a été repositionnée. On va observer maintenant ce qui se passe pour le tauron le plus gros, celui qui se trouve ici. On va déplacer maintenant le chariot vers les Y négatifs. Stop. Ici, le tauron est à environ 3 mm de l'équerre qui est là. Il n'y a donc aucun risque que le fil accroche, d'autant plus que les extrémités de l'équerre ont été arrondies. Comme pour le chariot X, il faut que le tauron conserve un minimum de souplesse quand le chariot va arriver en butée, sans pour autant avoir une longueur qui engendrerait ici des accrochages toujours possibles avec les parties qui dépassent sur le plateau. Ici on est à moins d'1 centimètre de la butée logicielle, et là le logiciel vient nous avertir que le chariot ne se déplacera pas plus loin. On voit que malgré tout ici, il y a une courbe suffisante pour conserver au tauron un maximum de souplesse. Ce tauron a été constitué de fils qui ont été torsadés pour donner de la cohérence ici à la ligne, et en plus ces fils ont été bloqués à des distances régulières par de la gaine thermorétractable, ou alors par des petits taurons ici réalisés en queue de cochon avec du petit fil électrique rigide. Nous allons effectuer maintenant la manipulation inverse. Ramener le chariot Y sur la partie la plus arrière. Un point essentiel sur cette machine, la potence qui se trouve ici à l'arrière. Elle est suffisamment haute pour garantir que le fil sera à une hauteur suffisante par rapport au plateau, en particulier les cornières de rallonge ici, et suffisamment basse pour encombrer le moins possible. C'est une sorte de compromis, encombrement et bon déroulement des opérations. Ici, le tauron commence à toucher la cornière de la potence arrière, et pour éviter la partie tranchante, encore que là j'exagère considérablement, un petit bloc de mousse ici va servir d'interception et une sorte de coussin amortisseur. Le chariot est embuté. Retour sur l'arrière de la machine pour mieux voir quelques petits détails de réalisation de cette potence qui est très simple en termes de conception mais qui joue un rôle essentiel. En particulier ici on a une première cornière verticale. Cette cornière est renforcée ici et triangulée par cette deuxième cornière qui est fixée sur le côté arrière de la machine. Et ici en haut, un serre-fil de grande dimension qui sert en quelque sorte d'enrouleur. Le tauron qui arrive du châssis monte à l'intérieur de cette cornière, ressort ici à la verticale et il est attaché ici sur cet anneau qui sert de dérouleur. La machine a été retournée pour montrer le côté gauche, sur lequel on reconnaît ici les deux douilles à billes qui guident le chariot ici sur la tige. De l'autre côté, il n'y en a qu'une seule et elle se trouve au centre. Ce qui fait que cette douille dépasse ici. Et quand le chariot arrive en butée, si le logiciel est défaillant, il y aura une butée mécanique. Pour éviter que le chariot ne force en biais, de l'autre côté, on a disposé ici une petite cale contre la douille qui se trouve au milieu,
de sorte que les deux côtés du chariot viennent en butée mécanique en même temps. Ici, tout au fond, on a le petit circuit imprimé qui sert au galvanomètre pour avoir les fonctions voltmètre, et en particulier les 4 calibres, 20 volts, 10 volts, 5 volts et 2 volts à pleine déviation. Honnêtement, je l'ai déjà dit, vous pouvez parfaitement vous passer de ce galvanomètre. En particulier ici, une plaquette signalétique qui donne toutes les caractéristiques de la petite alimentation régulée qui est ici. Sur cette alimentation, on a validé ici sur l'afficheur la tension que fournit le module en sortie, c'est-à-dire exactement 5 volts. Ici, je valide sur le module la mesure de la tension en entrée. Le bloc secteur que l'on a vu tout à l'heure fournit 12,2 volts. Donc le but de ce petit dispositif, de ce petit module, c'est de transformer les 12 volts courant continu en 5 volts pour alimenter la petite carte Arduino, la petite lampe qui éclaire le plateau, ainsi que tous les capteurs. On retrouve ici tout à fait à l'avant le petit circuit imprimé qui comporte plusieurs diodes électroluminescentes. Et ici, la petite carte mémoire SDRAM qui sert à loger les fichiers graphiques. Comme j'ai choisi comme option de pouvoir mesurer tout ce qui se passe sur la machine, en particulier sur le plan électrique, et en particulier les intensités consommées par les moteurs ou par le laser, on retrouve ici le circuit imprimé qui comporte les différents shunts. Et en particulier, on sait que sur ce circuit imprimé, on peut couper l'alimentation 12 volts par un contacteur qui se trouve sur la partie avant de la machine. La diode électroluminescente bleue qui est ici signale la présence de la tension. Quand le laser fonctionne, je reconnais que cette lumière bleue est gênante, raison pour laquelle j'ai fabriqué ce petit dispositif qui permet de cacher les 2 diodes électroluminescentes qui sont sur ce petit circuit imprimé. À l'usage, franchement, on n'a pas besoin qu'elles soient allumées, on n'a plus besoin de contrôle. De même que ici, je coupe l'affichage sur le module de régulation 5 volts. Enfin, pour terminer cet exposé, on va voir l'autre côté de la machine, c'est-à-dire le côté qui se trouve à droite par rapport à l'opérateur quand il est face au petit panneau de contrôle. Ici à l'arrière, on voit une butée en matière plastique, en PLA, et ici à l'avant une autre butée. Ce sont précisément ces butées qui font que ce côté du chariot qui n'a qu'une seule douille à billes viendra buter mécaniquement en même temps que les 2 douilles à billes qui se trouvent de l'autre côté. On retrouve sur la machine ici, on le voit, l'un des modules électroniques qui gère l'un des moteurs pas à pas. Le deuxième est derrière, on voit son éclairage avec une diode électroluminescente verte. À remarquer ici, caché un peu par la tige de guidage, le capteur de fin de course pour le déplacement Y. En fait, c'est une fourche optique. Ici, butée logicielle. Si on pouvait voir avec la caméra, mais là, j'ose pas la déplacer. Ici, le jeu entre la butée logicielle et la butée mécanique réelle est de l'ordre de 1 mm. Eh bien, je vais en rester ici pour cette troisième et dernière vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin et qu'elle complétera bien le didacticiel qui comporte donc un très grand nombre d'explications, de dessins et de photographies. Je vous souhaite donc une bonne continuation et surtout peut-être l'envie de réaliser cette machine. Au revoir.